Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 13 janvier 2026. Dans quelques jours, le 20 janvier, ce sera le premier anniversaire du second mandat de Donald Trump, 45e et 47e président des États-Unis d'Amérique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis un an, le monde est bousculé, sérieusement secoué par les actes du commandant en chef de l'État le plus puissant du globe. Alors, ce ne sont pas les critiques qui manquent de la part de tous ceux qui, depuis des décennies, étaient confortablement installés dans un monde à la dérive avec un Occident en fort déclin. Sans prétendre à l'exhaustivité, nous allons évoquer quelques actions fortes de Trump. Première action forte, le coup d'arrêt aux politiques dites de diversité, équité et inclusion. Sous prétexte de lutte contre les discriminations, l'univers occidental a dérivé vers une division de la société entre dominants et dominés, oppresseurs et opprimés, les dominés étant toutes sortes de minorités, raciales, sexuelles, religieuses ou autres, et le dominant, toujours le même, le mâle blanc hétérosexuel. Alors, toutes les administrations et entreprises sont désormais contraintes à des quotas de dominés, sans aucune considération de compétences, même si cela doit porter préjudice à l'efficacité de l'organisation. Les transgenres, par exemple, une catégorie d'opprimés, des personnes qui se sentent appartenir au sexe opposé à leur sexe constaté à la naissance, doivent avoir le respect absolu de l'idée qu'elles se font d'elles-mêmes. Ainsi, un homme, un vrai barbu, qui te dit un jour qu'il est une femme, tu dois l'appeler madame. Et si le jour suivant, la même personne te dit qu'elle ne se sent plus femme, mais qu'elle est redevenue un homme, ben tu dois l'appeler monsieur. Un monde de fou. En fait, un monde qui veut faire disparaître la réalité naturelle de la différence biologique entre un homme et une femme. Ainsi, des hommes se disant femmes doivent pouvoir compétir dans le sport féminin. Donald Trump, dès sa prise de fonction, a engagé la lutte contre cette folie, avec un soutien majoritaire de ses concitoyens, étant donné que ces absurdités étaient imposées par des idéologues hors sol que personne n'a jamais élus. Un État profond qui a infiltré et souvent pris le contrôle des rouages essentiels de la société, le monde culturel, les universités et l'éducation en général, les médias, les grandes administrations publiques, la justice, en vue d'imposer à toute la société ses orientations idéologiques et ses lubies. On le sait maintenant, avec l'endogamie dans le recrutement des enseignants et chercheurs, l'État profond a fini par constituer aux États-Unis comme en Europe des catégories d'universitaires qui ne sont que des militants sans aucun sens critique. Deuxième action forte de Trump, la relance de la production domestique. Depuis la décennie 1980, une théorie économique a soutenu que les pays développés devaient abandonner au tiers-monde les secteurs économiques primaires et secondaires, c'est-à-dire la production des matières premières ou la fabrication industrielle, pour se consacrer sur le secteur tertiaire nettement plus rentable, plus valorisant, c'est-à-dire, entre autres, les services, la conception, le design, le commerce.
la banque et l'assurance ou le tourisme. C'est ainsi que les pays occidentaux ont délocalisé leur production dans les pays du tiers-monde à bas coût de main-d'œuvre. Et depuis, le chômage n'a pas cessé de croître en Occident au même rythme que les délocalisations. Alors un pays comme la Chine a su créer les conditions pour attirer et héberger toutes ces manufactures que l'Occident, par idéologie, ne voulait plus. Elle en est devenue l'atelier du monde avec sa production industrielle concentrant près de 30% du secteur manufacturier mondial. Cette théorie économique poussant aux délocalisations industrielles est d'une stupidité incroyable qui, en réalité, ne profitait qu'à une minorité en Occident, les détenteurs des capitaux. Et paradoxalement, toute cette délocalisation s'est faite avec le soutien de la gauche révolutionnaire, au nom de son internationalisme et de la répartition géographique de la production mondiale. Ah oui, la gauche, il faut partager la production mondiale. Donald Trump s'est engagé résolument dans l'arrêt de cette irrationalité économique destructrice d'emplois. Il a décidé la relance de l'appareil de production et la protection de l'économie américaine par le rétablissement des barrières douanières destinées à ramener les usines sur le sol américain. Franchement, je me demande comment les Occidentaux ont pu être irresponsables à ce point. Alors, je vais vous lire quelques passages d'un livre. C'est une fiction politico-historique qui se situe au début de l'année 2012 et qui met en scène un certain nombre de leaders politiques du monde, dont Nicolas Sarkozy de la France, Barack Obama des États-Unis, Idriss Déby du Tchad. Alors, je vous lis. Nous sommes en janvier, à la fin du mois de janvier 2012. Je lis. Dans la grande salle de conférence, l'attention de l'auditoire est grande, le silence est total, et Nicolas Sarkozy, comme chaque fois qu'il est ainsi en scène, retrouve toute son énergie. Surtout qu'aujourd'hui, il a des choses à annoncer. La longue conjoncture difficile et toutes les méchantes attaques qu'il a subies de ses adversaires ont finalement réveillé la bête politique. Nous avons décidé de sortir de la naïveté pour les Occidentaux que représente la libre circulation des marchandises. Ce principe désormais ne sera valable que pour les pays qui offrent un niveau social à leur population équivalent au nôtre. Pour les autres, nous allons adopter le protectionnisme pour éviter que nos entreprises pâtissent de la concurrence déloyale qui arrive du monde entier. Nous refusons désormais ce dumping social qui accompagne cette perte de compétitivité. Nous devons protéger le niveau social des populations européennes. Pour tous les pays au niveau social bas, il appartient à chaque État européen de limiter, dans une fourchette comprise entre 75 et 90%, les importations de marchandises qui en proviennent. Concrètement, je vous annonce, ici, qu'en ce qui concerne un pays comme la Chine, j'ai décidé de réduire de 90% les importations en France de marchandises chinoises. Avec le Premier ministre et tout le gouvernement français, nous allons étudier, cas par cas, un certain nombre de pays. Pardon. Cette mesure, vous comprendrez, est destinée à favoriser la réindustrialisation de la France, pour laquelle nous avons décidé de faire des sacrifices énormes sur les 5 prochaines années, sous forme de participation directe de l'État, de subventions, de mesures fiscales, d'encouragement de la recherche et de l'innovation. En attendant que je puisse finaliser les détails avec le ministre de l'Économie et des Finances, je peux vous annoncer que ce sera un effort de plus de 2000 milliards d'euros sur 5 ans. Cette réindustrialisation est destinée à réduire le chômage
qui a atteint des sommets qui pourraient nous conduire à des troubles sociaux et au désordre qui les accompagnent. Nous devons absolument et urgemment agir pour la cohésion sociale et l'unité nationale. D'ici 5 ans, la France devrait être au chômage résiduel de 1% de la population active. Alors, plus tard, les autorités chinoises vont répondre à ce discours de Nicolas Sarkozy. Alors, je lis toujours. Jeudi 2 février 2012, les autorités chinoises, contrairement à ce à quoi s'attendaient beaucoup d'observateurs, n'ont point paniqué à l'annonce des mesures des dirigeants européens. Beijing décide de prendre acte de la nouvelle donne mondiale et particulièrement des décisions européennes pour réorienter la stratégie chinoise en matière de projet sociétal. Les autorités chinoises ont décidé de surfer sur une vague de patriotisme sans précédent que les propos de Sarkozy ont entraîné au sein de toute la population chinoise, y compris de nombreuses communautés de la diaspora. Leur pays, disent-ils, est parti avec des atouts inespérés il y a seulement 40 ans. Avec la recherche de profits sans limite qui s'apparente à de la cupidité, les entrepreneurs et hommes d'affaires occidentaux ont délocalisé chez eux et leur ont appris à produire. Aujourd'hui, ils ont la technologie pour la plupart des produits de la vie courante, les dispensant de décennies, voire de siècles de recherche coûteuse. En plus, la longue naïveté des dirigeants politiques européens, attachés à la liberté de commerce, leur a permis de se constituer pendant la dernière décennie des liquidités énormes. En d'autres termes, ils ont réussi l'accumulation initiale de capital qui permet de décoller. En plus, il faut au moins 2 ou 3 ans, sinon davantage, à l'industrie européenne pour se remettre en capacité de satisfaire sa demande intérieure. Ce n'est pas parce que Sarkozy a fait un discours que du jour au lendemain, les usines seront là, disent-ils. Fort de toutes ces analyses, les autorités chinoises concluent qu'il n'y a aucun péril en la demeure et qu'il n'est point utile, comme certains l'avaient suggéré dans la panique du début, d'aller perdre son temps en pleines négociations interminables à l'Organisation mondiale du commerce. La Chine étant le plus grand marché du monde, elle n'a qu'à élever le niveau de vie de ses populations pour qu'elle n'ait besoin de la demande de personne pour faire tourner ses usines. Fin de citation. Alors tout cela est tiré de Le Souverain Noir, un livre que j'ai publié en 2013, qui m'a valu d'ailleurs le prix Mandela de littérature 2017. Et comme vous voyez dans cette fiction, j'ai prêté à Nicolas Sarkozy donc mon incompréhension de la naïveté dans laquelle l'Occident était, et Nicolas Sarkozy jouait dans cette fiction le rôle que aujourd'hui dans la réalité joue Donald Trump, qui a décidé de mettre fin à cette naïveté. Troisième action forte de Donald Trump, l'expulsion des étrangers illégaux. Depuis des décennies maintenant, ce sont des dizaines de millions de migrants qui affluent chaque année vers les pays occidentaux. C'est un véritable trafic organisé par des ONG idéologiques militant pour un monde sans frontières. À Paris, tous les migrants domiciliés le long du périphérique ou sous le métro aérien symbolisent la perte de maîtrise de l'État. État dont les premiers dirigeants ne se disent pas qu'il faut peut-être arrêter ce flux migratoire. Il s'agit là encore d'une irresponsabilité coupable, car un État étant un territoire, une population et un gouvernement,
Tout flux migratoire massif qui nie les frontières, vide de son sens le territoire et fragilise la cohésion de la population. L'immigration de masse est un péril pour la sûreté d'un État. Il n'y a qu'à voir en France comment les autorités tremblent chaque fois que l'Algérie a un match de football à la Coupe d'Afrique des Nations. La France n'est même plus capable de faire appliquer sa loi sur son territoire, incapable d'expulser les délinquants algériens. On constate un effondrement de l'ordre public et de l'état de droit. Par ailleurs, le niveau d'endettement, depuis des décennies, de nombreux États occidentaux prouve que leurs ressources ne sont pas illimitées pour permettre, comme dirait l'autre, l'accueil de toute la misère du monde. Il a fallu Donald Trump pour mettre fin au tabou de la lutte contre l'immigration massive en Occident. Non seulement les frontières américaines sont fermées et surveillées, mais les étrangers en situation irrégulière sont traqués et expulsés des États-Unis. On peut imaginer des drames personnels causés par une telle politique. Mais le laxisme migratoire qui dure depuis des décennies en Occident représente un véritable péril pour la société, constitue une faute si grave des dirigeants occidentaux qu'il n'est plus possible de faire dans la dentelle. C'est une question de bon sens, une éminente question de sens de la responsabilité publique. Il a fallu Donald Trump pour ouvrir les yeux des uns et des autres, et depuis, d'autres pays du vieux monde se réveillent pour un contrôle plus strict de l'immigration. Alors, on dit merci qui? Trop souvent, les soi-disant humanistes taxent les personnes prônant le contrôle de l'immigration de racisme ou de xénophobie. Si ce n'est pas l'aveuglement, comment peut-on traiter de raciste ou de xénophobe l'équipe conduite par Donald Trump quand ce dernier a une épouse d'origine slovène, quand le vice-président J.D. Vance a une épouse d'origine indienne, quand le secrétaire d'État Marco Rubio est d'origine cubaine, quand Elon Musk est d'origine sud-africaine. On ne peut pas être aveugle à ce point. L'Ivoirien que je suis est très bien placé pour savoir qu'une immigration massive et non maîtrisée est un danger pour la cohésion de toute société. Merci de liker, de commenter et de partager cette vidéo afin d'aider Mathieu l'Afrique à avancer, à grandir. Mieux, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin que vous soyez prévenus de nos prochaines vidéos, nos prochaines invitations à réfléchir sur la marche de l'Afrique noire et du monde. Quatrième action forte de Donald Trump, la lutte contre l'antisémitisme décomplexé. Le 7 octobre 2023, le groupe terroriste Hamas a déclenché une guerre contre Israël, en commençant par un massacre, un véritable génocide, se soldant par près de 1200 personnes tuées et 250 autres emportées en otage dans la bande de Gaza. Comme il se doit, Israël a riposté et la guerre n'a pas tardé à gagner en intensité. Tsahal, l'armée israélienne, prend rapidement le dessus. Et dans le milieu urbain très dense, où les terroristes du Hamas, quand ils ne sont pas terrés dans des tunnels, se fondent à la population leur servant de bouclier, dans ce milieu dense-là, la guerre à Gaza fait inévitablement de nombreux morts civils. Et voilà que c'est Israël qui, à travers des manifestations partout dans le monde occidental, est accusé de génocide à Gaza. En fait, les réseaux mondiaux des islamistes, ainsi que tous les islamo-gauchistes occidentaux, espéraient qu'avec la forte pression sur Israël, ce dernier serait obligé de mettre fin à la guerre
en vue, dans leur objectif, tout cela c'était en vue de préserver le Hamas. Malheureusement pour les amis du Hamas, Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël, a tenu bon, a été très fort. Depuis la nuit des temps, l'humanité entière sait comment une guerre s'arrête. Une guerre s'arrête quand le vaincu dépose les armes. Oui, une guerre s'arrête quand le vaincu dépose les armes. Des fois même, il montre un drapeau blanc pour dire, bon, c'est bon, je me rends, j'arrête. Si des gens se souciaient vraiment des populations de Gaza, ils auraient exigé du Hamas qu'il dépose les armes et rende les otages. Ne soyons dupes de rien. Les forces cachées derrière les manifestations ne se souciaient point des pauvres populations de Gaza, mais tenaient à sauver le Hamas, un élément, une composante du dispositif destiné à la destruction, tôt ou tard, d'Israël. Alors, pendant plus d'1 an, des manifestations sont organisées partout en Occident, avec pour slogan « Free Palestine » ou « From the river to the sea, Free Palestine ». Pire, ces manifestations ont déclenché une grande vague d'antisémitisme, avec la particularité que, au nom de la guerre à Gaza, faire du mal à un juif partout dans le monde revient en quelque sorte à faire du bien, puisque le juif est un génocidaire. Il a fallu Donald Trump pour mettre fin à cette folie de l'antisémitisme décomplexé aux États-Unis. Les manifestations Free Palestine ont cessé du jour au lendemain, avec les meneurs étrangers expulsés ou menacés d'expulsion. Les responsables des universités qui, avec l'entrisme islamiste, se sont rendus coupables de tolérance de l'antisémitisme, ont dû répondre à des demandes d'explication. On a vu ces universitaires hors sol, égarés dans leur monde d'idéologie erronée, confus et, à l'évidence, très embarrassés de devoir s'expliquer face à des parlementaires non complaisants, face au monde réel. Comme l'explique le professeur d'économie Thomas Di Lorenzo, les marxistes ont infiltré les études supérieures aux États-Unis pour en faire des pôles plus de militantisme politique et idéologique que de savoir. Avec Trump, l'antisémitisme décomplexé a disparu aux États-Unis. Trump n'est pas dans le verbiage creux, mais dans l'action concrète. L'Europe et le monde entier gagneraient à en prendre de la graine. 5e action forte de Donald Trump, la démonstration de force extraterritoriale. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le monde s'est engagé dans un multilatéralisme destiné à préserver la paix. L'ONU et ses différentes agences ont pour rôle d'œuvrer pour la paix et la prospérité dans le monde. À cet effet ont été édictées des règles d'or, notamment le droit de tous les peuples à l'autodétermination, le respect de la souveraineté des peuples. Il se trouve que ces règles sont détournées par des régimes dictatoriaux qui prennent en otage des populations entières, menacent leurs voisins, soutiennent le terrorisme international ou organisent des trafics illicites. Le tout devant le silence d'une communauté internationale qui a fini par se discréditer. Oui, avec l'ONU, le droit international n'a plus de sens. Cela fait des décennies, figurez-vous, que le régime des mollahs en Iran crie haut et fort qu'il va rayer Israël de la carte. Et joignant l'acte à la parole, crée, organise et finance des proxys à cet effet. A-t-on déjà entendu l'ONU condamner l'Iran pour ses agissements? Jamais. Depuis plus de 40 ans, la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, des casques bleus de l'ONU,
la FNUL est chargée de s'interposer au sud du Liban entre Israël et les groupes armés libanais. Cela n'empêche pas le Hezbollah, un groupe terroriste libanais, de s'implanter à la frontière sud du Liban. Des fois, les tunnels du Hezbollah débouchent sous les postes d'observation de la FNUL. Que dit l'ONU? Rien. Autre chose, pendant que le Hamas, groupe terroriste palestinien, prend en otage les populations de Gaza, il bénéficie de la collaboration complice de l'UNRWA, agence onusienne, et de toutes les ONG internationales opérant dans la bande de Gaza. L'ONU n'a même pas été fichue de condamner le Hamas dès le lendemain du 7 octobre. Les organes et agents de la dite communauté internationale, sous influence gauchiste et ou corrompus par les largesses de certaines monarchies du Golfe, se sont totalement discrédités. Figurez-vous que c'est Benjamin Netanyahou, le dirigeant qui défend son peuple, que la justice internationale condamne, alors que les dirigeants de l'Iran, des criminels investis dans l'insécurité du Moyen-Orient et du monde, des criminels qui massacrent leur propre peuple, n'ont jamais eu à répondre de leurs agissements. Le droit international est en faillite totale et ses porte-voix ont perdu tout crédit moral. Alors, il ne reste plus que la force pour sauver les peuples subjugués par des régimes sanguinaires ou pour mettre hors d'état de nuire des groupes terroristes qui menacent la paix mondiale. C'est ce que Trump a fait au Venezuela en capturant Maduro. À la grande joie des Vénézuéliens que nous avons vus manifester partout dans le monde. Qui peut soutenir que Maduro exerçait la souveraineté du peuple vénézuélien? La souveraineté appartient au peuple. Trump serait intervenu, selon certains, pour s'accaparer le pétrole vénézuélien. Et alors? So what? Les millions de Vénézuéliens qui, en raison de la mauvaise gouvernance, de la dictature qu'ils subissent, de la misère, de la faim, les millions de Vénézuéliens qui fuient leur pays, ils ne vont pas en Russie, ils ne vont pas en Chine, ils ne vont pas en Iran. Ils vont dans les pays de la sous-région, y compris aux États-Unis. Alors si Donald Trump met la main sur le pétrole vénézuélien, l'exploite pour un mieux-être des populations de la sous-région, où est le problème? Oui, Donald Trump met la main sur le pétrole vénézuélien, et so what? Et alors? Donald Trump met hors d'état de nuire un voyou, un délinquant qui a pris en otage un pays qui s'appelle Maduro. Et c'est ce que j'espère que Trump fera si les mollahs en Iran se mettent encore à massacrer ce peuple perse, peuple multimillénaire, peuple noble, peuple cultivé et avide de liberté. Alors j'arrive à la conclusion de cette vidéo. Oui, Donald Trump met fin à un monde occidental à la dérive et entraînant toute l'humanité dans le désordre. Un monde régi par des institutions représentant une communauté internationale irresponsable. Un monde soumis à une bien-pensance imposée aux masses par des élites antidémocratiques qui ont pris le contrôle de toutes les institutions des États occidentaux ainsi que des rouages des grandes institutions internationales. Un monde animé et dominé par des élites plus attachées au respect de dogmes idéologiques d'une mondialisation sans frontières qu'aux réalités têtues qui n'ont jamais cessé de contredire leur tartufferie. Un monde occidental de donneurs de leçons incapables d'ouvrir les yeux pour voir le déclin de leur société, de voir la liquidation de l'immense patrimoine éclectique légué par leurs anciens. Affronter ce monde fou et puissant ne pouvait être l'œuvre que d'un groupe de personnes dotées de bon sens,
en même temps suffisamment puissant et courageux pour résister à la mise à mort sociale ou physique qui frappe tous ceux qui osent s'attaquer à l'état profond international bâti depuis plus d'un demi-siècle. Le milliardaire Donald Trump et ses amis milliardaires qui l'entourent, y compris Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, constituent une chance exceptionnelle pour l'humanité d'initier une révolution conservatrice. Oui, une révolution conservatrice. Une révolution du bon sens. Révolution que la bien-pensance gauchiste qualifiait de montée de l'extrême droite. Mais il ne trompe plus grand monde. Une révolution conservatrice capable de mettre un terme à la dérive gauchiste qui ruine l'Occident et toute civilisation digne de ce nom. Donald Trump est-il parfait? Bien sûr que non. Qui d'entre nous l'est? On pourrait lui reprocher une certaine brutalité. Mais sans cette brutalité alliée à la puissance, comment aurait-il pu bousculer l'état profond qui impose les codes garantissant sa pérennité? On pourrait lui reprocher sa quête permanente de deal en toutes circonstances. Oui, c'est vrai que l'obsession des transactions peut conduire quelquefois à des compromissions, oui. Comme sa mansuétude envers certains États du Golfe qui financent le terrorisme islamiste. Ceci étant, sans cette obsession transactionnelle, peut-être n'aurait-il jamais été le puissant milliardaire dont le monde a grand besoin aujourd'hui. On pourrait lui reprocher de l'inélégance à l'occasion de certaines mesures individuelles, telles que l'interdiction du territoire à certaines personnalités européennes ou autres. Oui, oui. Par ailleurs, on pourrait préférer que le commandant en chef Trump soit moins prolixe sur son réseau social Truth. Mais ce n'est que son petit péché mignon. En tout état de cause, les petits défauts de Trump sont à pardonner pour retenir l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Nous avons en Donald Trump une personne exceptionnelle qui se distingue par son courage, oui, son courage, son attachement à l'intérêt général de son peuple, un authentique patriotisme, son usage de la puissance américaine pour combattre le mal partout dans le monde, comme contre Maduro au Venezuela, et, je l'espère, bientôt contre le régime des Mollahs qui subjugue le brave peuple de l'Iran. Et que dire de la balle qui ne touche que l'oreille de Trump alors qu'elle devait exploser sa tête? Pour le croyant que je suis, Trump, en mission pour le bien et le vrai, a bénéficié d'une protection divine. Et le courage de cet homme sur qui on est en train de tirer, qui ne sait même pas encore si la personne ou les personnes qui lui tirent dessus ont été mises hors d'état de nuire, qui se libère de sa garde rapprochée, se redresse pour crier « Fight, fight, fight ». Oui, Trump, c'est la définition même du héros. Puisse le Tout-Puissant guider et protéger Donald Trump, mon héros Trump, pour le reste de son mandat. Je vous remercie. À la prochaine vidéo.